3, 2, 1, 0, 0, and liftoff. Nice to be in orbit. Il y a 2 semaines, nous vous proposions la situation suivante. Vous avez préparé la grande scène de combat quand un des PJ se jette sur sa némésis et l'embrasse langoureusement. Que faites-vous ? Alors, nous avons sélectionné 2 réponses. La mienne, c'est celle de Julien Drouet qui revient donc en 2e semaine. La solution est toute trouvée, contre-renversement de la situation, la fameuse némésis avec qui roulage de pelle élu. Eh bien, figurez-vous que son ou sa conjointe est précisément l'elfe ou l'orque d'à côté et il ou elle a un tempérament un petit peu jaloux. Quant à Mike, il a choisi la réponse de Christophe Jacquin. La némésis saisit la joueuse par les épaules, la repousse violemment, s'essuie la bouche, lâche un « tu embrasses toujours aussi mal ». Et finalement, ça repart en baston. D'une scène de baston, j'ai donc une scène de baston et un huis clos qui risque de devenir mouvementé. Bienvenue pour ce 3e épisode de Jet d'initiative. On est déjà au 3e épisode. Mon Dieu, ce qu'ils grandissent vite. Et aujourd'hui, on va vous parler, alors je regarde ma petite fenêtre récapitulatoire, nous allons vous parler d'un jeu de rôle qui s'appelle Sombre de Johan Scipion, paru chez Terres Étranges. Vous pouvez... C'est Terres Étranges, hein, je dis pas de conneries ? Oui, Terres Étranges. Tu dis pas que des bêtises. Non, de temps à autre, je dis des choses pertinentes. Donc de Sombre paru chez Terres Étranges, et on va vous parler de l'horreur dans les jeux de rôle, et ça tombe bien parce qu'on n'y connaît absolument à rien du tout. Alors, Sombre de Johan Scipion est un petit jeu de rôle que j'ai là en fait, qui est de la taille d'un magazine télé, en tout cas de télépoche. Clairement, on s'adresse aux plus jeunes d'entre nous, hein, évidemment, hein, parce que pour parler de télépoche, je veux dire, voilà quoi. Absolument. Si vous êtes en maison de retraite, donc vous pouvez le commander par l'intermédiaire de votre boucher. Donc c'est un tout petit magazine. Alors je sais que maintenant Johan le fait par l'intermédiaire d'un Tipeee, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez aller sur son site qui s'appelle Terres Étranges. C'est terresétranges.net. On mettra le lien sous la vidéo, afin que vous puissiez y aller. Alors, à l'époque où je l'ai acheté, je pense que c'est toujours le cas, le livre de base qui fait une 60aine de pages, je regarde ça, une 40aine de pages. Voilà, 44 pages, et il coûte 7 €. Alors, qu'est-ce que c'est Sombre ? Sombre est sous-titré « La peur comme au cinéma ». Le but de Johan pour ce jeu, pour l'intégralité de la gamme de ce jeu, eh bien, c'était de montrer le jeu de rôle, de faire un jeu de rôle qui soit adapté des slashers, des films d'horreur, de ce genre de choses-là. Donc, il a fait un système de jeu qui est très très simple, qui permet d'interpréter les victimes des méchants dans les films d'horreur. Alors comment ça fonctionne ? C'est très simple, ça fonctionne avec un dé à 20 faces et un dé à 6 faces. Donc votre personnage, il n'a que 2 valeurs en fait, il a une valeur d'esprit et une valeur de physique. Ces 2 valeurs donc ont un maximum de 12. Et pour effectuer une action complexe, votre personnage va lancer un dé à 20 faces et il faut qu'il fasse un résultat inférieur ou égal à sa valeur d'esprit, si c'est une tâche mentale, ou à sa valeur de corps, s'il s'agit d'une tâche physique. Évidemment, s'il fait plus, il échoue. Alors, ce qui se passe, c'est que dans Sombre, lorsque votre personnage perd des points de vie, entre guillemets, quand il est blessé, par exemple, eh bien, sa valeur de corps va diminuer et évidemment, ça va être beaucoup plus difficile de réussir ses actions par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que cette valeur de corps, quand elle diminue, passe par des paliers qu'il peut cocher pour avoir une réussite automatique à une action. Alors il y a 3 paliers, en fait, il y a indemne, blessé et mutilé, puis il y en a un 4e qui est mort, mais généralement quand on est mort, on ne peut plus faire grand-chose. Donc encore que, qui sait. Mais normalement, dans la plupart des cas, on est un peu coincé. Donc voilà ce que permettent de faire les paliers. Et puis à côté de ça,
votre personnage a aussi des paliers en esprit, donc quand il subit un choc traumatique mental, eh bien il va passer de équilibré à perturbé, puis à désaxé, et puis à fou. Et là, à fou, il ne peut plus rien faire. Alors ce qui est intéressant dans Sombre, c'est que chaque personnage a une personnalité un peu particulière, qui est assez sympa, et qui se manifeste sous forme de trois petites cartes. Par exemple, votre personnage peut être affectueux. Donc il a ce trait de personnalité. Et puis quand il commence à avoir pris un petit peu de dégâts mentaux, il va devenir possessif. Et alors affectueux, voilà comment est décrit le caractère du personnage affectueux. Je suis sensible et émotif, je me soucie des autres, je compatis à leur malheur. Et puis quand il en a pris un petit peu dans la tronche, ce personnage devient possessif. J'aime à l'excès, je suis tellement attentionné et protecteur que j'en deviens étouffant. Et puis quand il va être vraiment en situation de stress énorme, il va devenir abusif. Mes proches m'appartiennent, ce sont des poupées de chair dont la seule fonction est de me faire du bien. Donc votre personnage, il va évoluer sur cette échelle en fait de la folie en quelque sorte. Ça rappelle un petit peu les règles de folie de l'appel de Cthulhu, mais tout ça est accompagné de règles d'interprétation qui figurent sur ces petites cartes en fait que vous allez obtenir quand vous allez faire votre personnage. Alors le personnage, il peut avoir donc ses personnalités, il y en a 24 dans le jeu de base. Et puis, il a aussi des avantages qui ont des effets divers et variés. Alors, ambidextre, artiste, endurci, etc. Il y a des avantages qui sont des avantages surnaturels. Par exemple, il y a l'avantage exorciste ou médium. Ces avantages surnaturels ne peuvent intervenir évidemment qu'avec l'accord du maître de jeu qui va vous dire si vous êtes autorisé à les prendre ou pas dans le scénario qu'il joue. À chaque désavantage, évidemment, quand vous prenez un avantage, vous devez prendre aussi un désavantage qui va vous handicaper dans certaines situations. Donc tout ça, c'est très très simple parce que la création de personnages, c'est ça. Vous choisissez une personnalité, vous choisissez éventuellement avantages et désavantages, et puis vous avez votre personnage qui est fait. Alors le déroulement du jeu, après, mécaniquement, il est extrêmement simple. Quand une action doit se dérouler d'une certaine façon logique, eh bien le maître de jeu, il décide par lui-même ce qui va se passer. Quand une action prête à réflexion, quand l'issue n'est pas déterminée, quand elle est indécise et que c'est très important, eh bien là, vous allez lancer les dés. Les combats sont extrêmement rapides et extrêmement périlleux, en particulier pour les personnages joueurs, parce que les dégâts sont énormes. On a notamment, quand vous lancez les dés pour le dégât, vous faites votre jet d'attaque avec votre dé à 20 faces, vous lancez un dé à 6 faces, et si je me rappelle bien, quand vous faites un 6, les dégâts sont égaux au résultat du dé à 20 faces. Et ça fait très très mal, ça fait d'énormes dégâts. Donc les combats sont évidemment très meurtriers. Il y a des règles très ingénieuses, moi que j'aime beaucoup. La règle de la poursuite, par exemple, quand vous êtes poursuivi par le méchant, ça marche comme dans les films Halloween. Le méchant vous rattrape toujours. Vous avez remarqué que dans Halloween ou dans Vendredi 13, on a des méchants qui se déplacent très lentement, mais ils arrivent quand même à rattraper les victimes. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça fonctionne dans Sombre. Le méchant vous rattrape au moment prévu par le maître de jeu, mais ça finit toujours par arriver. À côté de ça, les règles sont conçues aussi pour que, par exemple, les dégâts des armes correspondent vraiment aux règles du slasher et des films d'horreur, c'est-à-dire que dans un film d'horreur, il n'y a pas de dégâts à main nue. Quand on se tape dessus, alors on peut s'assommer, mais on a assez peu de chances d'assommer un alien ou un Jason, mais voilà, on se tape dessus, ça va surtout avoir des effets un petit peu narratifs, mais ça va pas le tuer. Les armes blanches, par contre, sont celles qui font le plus de dégâts, les armes à feu étant des armes de spécialistes. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui arrivent à faire de vrais dégâts avec les armes à feu dans Sombre. Donc tout ça, c'est un jeu, moi, que j'aime beaucoup, parce qu'il reproduit, en fait, des mécanismes narratifs qui sont propres au code, en particulier du slasher. Les films d'horreur, on a un gros méchant qui vient tuer toute une série de personnages et qui est particulièrement jouissif, que l'on soit maître de jeu
donc où on interprète le gros méchant, ou que l'on soit victime. Et ce que Johan précise au début, c'est que les victimes d'un film d'horreur, eh bien, elles n'attendent pas de se faire tuer. C'est pas des victimes au sens où on l'entend d'habitude. C'est quand même des gens qui se défendent et qui ont une chance de l'emporter à la fin du scénario. Tout ça donc se déroule selon des règles qui sont très cinématiques et cinégéniques. Et c'est très très bien expliqué. Alors, ce que j'apprécie aussi beaucoup, moi, dans Sombre, c'est que Johan a essayé de faire un système qui soit très très bref. Il fait 4 pages, en fait. Il est expliqué très rapidement. On peut faire des parties qui durent 1 heure. D'ailleurs, c'est ce que Johan fait en convention. Il fait des parties d'1 heure. Et puis, à chaque fois, dans chaque fascicule de Sombre, parce qu'il n'y a pas que le jeu de base, il y a déjà énormément de suppléments de parus. Alors, j'en ai acheté quelques-uns. Voilà, hop, je les montre à la caméra. Hop, j'ai tout Il y a, cela. il y a une bonne quinzaine de suppléments en final entre les hors-séries et les livrets de base. Tout à fait, tout à fait. Donc on a tout un tas de choses. Alors le système s'est affiné au fur et à mesure. On a eu d'autres scénarios. Là je regarde. On a un système un peu plus abouti dans un autre épisode qui s'appelle Sombre Zéro. C'est dans le numéro 6. Et puis on a beaucoup de scénars. Et surtout, et là c'est là que ça va intéresser aussi les game designers parmi vous. Dans Sombre, Johan parle de son expérience de game designer et explique quel choix il a fait, pourquoi il les a fait, et il explique aussi, il donne des résumés de ses parties, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le premier fascicule contient un scénario qui parle de zombies. Alors évidemment, moi ça me plaît parce que j'aime bien les zombies. Mais par la suite, vous avez des scénarios très 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 divers, et justement, il y en a qui se passent par exemple dans l'espace, n'est-ce pas, Mike? Oui, dans le sombre numéro 3, en fait, il y a un scénario qui s'appelle Deep Space Gore. Et Deep Space Gore, donc, c'est introduire dans Sombre un scénario type Alien. Et c'est pour ça que moi, ça m'a d'autant plus intéressé. Le principe est super intéressant pour un truc notamment, c'est que c'est un scénario en temps réduit, en temps réel. C'est-à-dire qu'un scénario dure 15 minutes. Vous mettez un timer sur la table, tout simplement parce que vous êtes dans un vaisseau et que les choses partent en sucette. Il y a un alien qui est relâché, qui s'est libéré malencontreusement, et le réacteur va exploser dans 15 minutes. Donc le but du jeu, c'est de réussir à atteindre la navette pour pouvoir s'enfuir, sachant que vous êtes tous, si je me rappelle bien, au niveau de la passerelle et qu'il va falloir tout traverser pour pouvoir y aller. Donc c'est pas très simple comme affaire, c'est hyper stress évidemment parce que c'est le but. Donc une tension faite par le temps déjà et en dehors de la menace en elle-même et du fait que vous n'avez pas d'arme avec vous. Donc c'est un petit peu speed. Et je trouve que c'est très très bien vu. Ça a l'avantage de pouvoir donc être joué de façon très courte. Parce que 15 minutes, forcément, c'est très court. Et d'autre part, la rejouabilité est super intéressante avec d'autres groupes pour pouvoir un peu se rendre compte qu'il y a évidemment des chemins différents qu'on peut emprunter. Et donc, du coup, ça peut permettre de le refaire jouer. Alors, en tant que meneur, super intéressant parce qu'on peut le rejouer plusieurs fois. Mais pourquoi pas le rejouer peut-être une deuxième fois éventuellement avec les mêmes équipes de joueurs, même si je quelques doutes là-dessus. Mais ce que j'aime bien dans Sombre, justement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des scénarios qui peuvent être rejoués un grand nombre de fois, qu'on apprend de ses erreurs au fur et à mesure, qu'on voit aussi un petit peu les réactions des joueurs qui peuvent être vraiment variées. Et je trouve ça super intéressant. Le fait que ce soit des ouvrages qui soient très courts, qui soient pas très chers. Alors, c'est pas 7 € le livret, c'est 10 €, Sandy. C'est très très bien. Vous avez à la fois des aides de jeu à l'intérieur à imprimer, à découper pour avoir des cartes qui vont symboliser justement votre état, des choses comme ça. C'est assez bien vu. Vraiment, voilà, j'aime bien aussi l'article justement dans le numéro 3 où il y a Deep Space Gore. On a un article justement de Johan qui explique sur le game design et sur les choses, les leçons qu'il tire des choses, et au fur et à mesure des ouvrages, on en voit d'autres. Donc franchement, intéressant si vous aimez l'horreur. Alors moi, c'est vrai que l'horreur, c'est pas du tout ma cam, mais le côté alien, par contre, oui. Donc, du coup, la seule fantastique horreur qui peut m'intéresser, c'est le côté alien. Et là, pour le coup, moi, c'est vraiment Deep Space Gore. C'est les trucs de zombies, les trucs de Jason du jeudi, au hasard. De tous ces trucs-là, c'est pas ma cam du tout. Du tout. Voilà.
Alors moi, c'est vraiment ma came. Moi, ces choses-là, c'est vraiment mon, mon fond de commerce. J'aime beaucoup l'horreur sous toutes ses formes. J'aime beaucoup même les films d'horreur un peu foireux, quoi. Des fois, on a des films qui sont pas forcément super, super bien fichus, mais que j'aime bien. Alors, j'aime bien aussi, mes films préférés, c'est les films avec les gros monstres. Voilà. On en a regardé un hier qui était d'ailleurs très mauvais, mais voilà, j'aime ce genre de film. Alors, c'est bien d'aimer le cinéma d'horreur, c'est bien d'aimer ce genre de choses-là, mais à la table de jeu de rôle, c'est un petit peu différent. Et justement, on s'est posé la question, et c'est la question de cette semaine, comment installer l'horreur à la table de JDR? Alors, comment installer l'horreur à la table de jeu de rôle? Alors, c'est un sujet que Mike et moi, on ne maîtrise pas super super bien. Heureusement, on connaît, encore une fois, Mike et Sandy connaissent des gens, et en particulier, on connaît Benoît Atinost qui va nous parler un petit peu de ce qu'il utilise, lui, comme méthode pour favoriser l'horreur à la table de jeu. Donc j'ai 1 minute pour vous dire comment j'appréhende l'horreur quand j'écris un scénario. La première chose, c'est que je ne nomme plus les monstres, je les décris. Quand on nomme les monstres, ils perdent de leur intensité, ils perdent de leur valeur. Personne n'a peur des chiens de Tindalos. Par contre, si on décrit les chiens de Tindalos, ça devient beaucoup plus stressant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je mets toujours une dose de pression sur les personnages. Par exemple, je les bloque dans une situation dangereuse, sachant qu'ils ne peuvent pas s'en échapper sans affronter un danger encore plus grand. Par exemple, ils sont dans une maison, il y a un monstre à l'intérieur, mais s'ils sortent, c'est encore plus dangereux parce qu'il y a des monstres à l'extérieur. Donc je les mets en état de siège. Voilà, c'est mes 2 conseils actuellement pour faire de l'horreur. Nous, on a des méthodes un petit peu différentes. Alors, Mike, comment fais-tu, toi, pour installer l'horreur à la table de jeu? Bah, je le fais pas. Alors, Ok. alors, je suis vraiment pas un spécialiste du sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas du tout les films d'horreur, tous ces trucs-là, c'est des trucs que j'ai vraiment du mal à faire. Donc, je vais vous donner mes réflexions sur des choses que j'utilise, que ce soit en horreur ou ailleurs. La première chose qui m'intéresse quand on réfléchit à la peur, c'est à la réflexion, à la réaction de l'humain. En fait, on a un cerveau reptilien, donc des choses qui passent pas par la réflexion, on va dire, qui sont un petit peu automatiques. Et face à la peur, on peut avoir 3 réactions. On peut avoir tout simplement la paralysie, on peut avoir la fuite et on peut avoir la lutte, le combat. On part du principe souvent en jeu de rôle qu'on est en pleine possession de notre personnage et donc les joueurs très rapidement vont arriver à combattre face à une menace qui leur fait peur, avec de la dynamite par exemple, l'actu, avec tout plein de choses, les armes à toute leur disposition. Et en fait, ce qui m'intéresse déjà de base, c'est me poser la question là-dessus. Et si la peur, c'était aussi pour le personnage de perdre le contrôle. C'est-à-dire, au hasard, imaginons que vous fixez le taux de réaction de la personne. Alors, quelqu'un qui est super entraîné, un militaire qui a connu le combat et tout ça, eh bien, vous lancez, je sais pas, un D6 et vous vous dites, bah, lui, il est super entraîné. Donc, sur un 1, il va être paralysé. Sur un 2, 3, bah, il va fuir. Et sur 4, 5, 6, il va combattre. Donc, dans l'option 4, 5, 6, il est en pleine possession de ses moyens, il peut faire. Dans le 2, 2, 3, il va fuir. Donc, voilà, il va chercher à fuir le plus vite possible. Et à 1, il est paralysé. Et là, ça peut être assez terrible parce qu'en effet, on peut se retrouver face à la peur, à être complètement tétanisé, à rien pouvoir faire. Et je trouve que ça, déjà, ça peut être assez flippant. Mais surtout, ce qui est intéressant de le faire, c'est de le faire dans les 2 sens. C'est-à-dire de le faire du côté du PJ et des PNJ. Imaginez dans un fin fond d'un donjon une créature horrible, absolument monstrueuse que vous ne décrivez pas, mais qu'on entend. Et elle aussi, elle est soumise à ce jet de dés et elle est complètement prise par surprise et elle flippe. Et elle est paralysée, ou elle se met à fuir, ou au pire des cas, elle se met à combattre. Ça peut être intéressant de renverser la chose, sachant qu'il y a un facteur, pour moi, qui peut être favorisant à la lutte, ou en tout cas à la pleine possession de ses moyens, qui est l'effet de groupe. Parce que l'effet de groupe, ça peut avoir un effet, on est avec ses compagnons, et bien on aura plus de facilité à peut-être à garder le contrôle de qui on est, parce qu'on se sent super à l'aise.
Imaginez la scène de quelqu'un qui se la pète grave et qui a tous ses camarades derrière lui, qui est en train d'insulter je ne sais quoi. Et puis soudainement, il réalise que le gars en face de lui va lui rentrer dedans. Il se tourne et il réalise que ses potes sont plus là. Et là, tétanie. Et voilà. Et là, il a vraiment peur. Et là, il est vraiment mal. Non, c'est horrible. Donc voilà la première chose qui me vient à l'esprit. Tu veux prendre le relais peut-être, Sandy? Je prendrai le relais après, ensuite. Non, je voulais te laisser faire tout le boulot tout seul. Alors, tu as soulevé un truc, moi que j'ai mis en mots il y a très très peu de temps, c'est que quand un film, alors ça se passe comme ça dans les films et ça fonctionne de la même façon évidemment à la table de jeu. Dans un film d'horreur, l'horreur reste présente tant qu'on n'a pas vu le monstre, tant qu'on n'a pas vu la menace, parce qu'une menace qu'on voit et qu'on comprend, eh bien on peut lutter contre elle. Dès qu'on a vu le monstre, le film d'horreur se transforme en film d'action. Et ça fonctionne pour pas mal de choses. D'ailleurs, c'était le cas carrément de tout le film Aliens, le deuxième Alien. Le premier Alien, la menace, elle est très diffuse. On ne voit que les traces de ce que fait l'alien. On voit évidemment le chestburster qui fait des dégâts terribles et puis qui se sauve après. Mais l'alien lui-même, on le voit très peu. Alors que dans le deuxième Aliens, donc qui est un pur produit du cinéma de l'ère réganienne, on va dire. Dans le deuxième Aliens, eh ben, c'est les Space Marines qui foutent sur la gueule aux aliens. Et là, on les voit, les aliens, on les voit tout de suite. Les Space Marines les défoncent à coups de mitrailleuses, de machins, enfin d'armes dont j'ai oublié le nom. Euh, et, euh, Ouais. et Le c'est fusil à impulsion. le fusil à impulsion, voilà. Et c'est un vrai film d'action. Voilà. Alors, il faut bien faire la distinction entre les deux, entre film d'horreur et film d'action. Dès que la menace est identifiée, on a affaire à un film d'action. Et c'est ce qui fait que dans Cthulhu, quand on a une menace qui a un nom, et c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, les chiens de Tindalos, on s'en fiche. Je veux dire, le chien de Tindalos, voilà, on sait ce que c'est. Et puis si ça se trouve, on sait même comment le tuer. Donc c'est aussi un mécanisme qui apparaît dans le jeu Vaesen de Free Halligan, où au début, on n'a pas d'idée de ce que sont les monstres. Et puis le scénario consiste justement à se renseigner sur les monstres et à trouver la façon de les vaincre. Et une fois qu'on a trouvé la façon de les vaincre, on passe à un film d'action. Alors je pense que pour moi l'horreur, c'est un peu l'équilibre entre ces deux choses-là, entre de l'investigation pour savoir ce qui se passe. Et là, l'horreur est vraiment présente. C'est une horreur que ressentent les joueuses et pas simplement leurs personnages. C'est là qu'elles peuvent flipper. Et puis le deuxième volet, bah, c'est l'action. Une fois qu'on sait ce qu'on peut faire, on agit. Et là, on n'a plus affaire à de l'horreur. En tout cas, pour les joueuses, leurs personnages, eux, ils peuvent toujours avoir peur. Mais les joueuses, elles sont plus dans le cadre de l'horreur parce qu'elles sont dans le cadre de l'action, de la lutte contre l'horreur. Et alors, pour moi, un scénario d'horreur peut difficilement se passer autrement que comme ça, parce que privé, comme tu le disais tout à l'heure, un personnage qui est privé de son moyen d'action, quand on tétanise, ce genre de choses-là, il faut pas que ça dure tout le scénario. Non. Et oui, Non, parce que on est au moins d'accord. sinon, c'est plus un jeu de rôle, c'est un monologue. Donc voilà, il faut bien faire attention à l'équilibre entre ces deux choses-là. Alors, on a posé la question aussi à une copine. Comment est-ce que tu fais pour installer l'horreur? Alors ça tombe bien parce qu'elle l'installe non seulement à la table de jeu, mais aussi dans des romans. L'horreur en JDR, c'est quoi, à part jouer Berdadonge ou se faire un lavement avec des D4? Si je m'en tiens à la définition classique, je peux faire jouer une partie d'horreur en te brisant un pied de chasse sur la tête ou en te tailladant les tétons avec une feuille de dictionnaire de latin. Toutefois, il s'agirait d'une partie déplorable, terme technique partie de merde, et si j'agis de la sorte, Mireille Dumas vient se masturber devant ma porte en hurlant les sectes, je le savais. Bref, l'humain face à l'horreur fuit, se fige ou se bat, on ne veut ni faire partir les joueurs ni se faire frapper, il ne reste donc qu'une seule posture utilisable, figée. Une des règles de base de l'horreur en JDR, c'est qu'elle doit être acceptée par tous, il s'agit de déguster cette horreur comme une glace trop froide, comme éteindre exprès la lumière de la cave quand on est môme parce qu'on sait qu'il y a un monstre, mais qu'on sait qu'il n'y a pas de monstre. L'horreur en JDR, c'est ça, l'inconfort choisi, vécu et goûté. L'horreur ne peut pas s'adresser au personnage qui lui-même est un outil avec qui certes on a du passif, mais qui est par essence remplaçable. L'horreur doit s'adresser au joueur et le confronter à son propre ressenti. Un bon outil pour ce faire est de décrire une scène déjà jouée, en tout cas dans laquelle les personnages ne pourront rien faire, changer, réparer, l'impuissance, la mort, le poids du destin déjà joué.
Par exemple, c'était la nuit que tu retrouves ton cheval perdu, il a glissé au fond du ravin, il est mort là, seul, sans personne pour l'appeler par son nom, la neige tombe dans ses yeux et il est tellement froid qu'elles ne font pas. Ou sinon, juste un bon gros tournevis dans l'urètre. Et voilà. Alors, Mike, tu avais quelque chose à ajouter. Oui, un autre chose technique que j'utilise, qu'on peut utiliser dans l'horreur, qu'on n'utilise pas forcément que dans l'horreur, mais que j'aime bien utiliser, c'est utiliser un motif sonore. Si je vous fais un parallèle avec le film des Dents de la Mer, les Dents de la Mer, ce qui fait flipper, c'est pas de voir le requin, d'ailleurs, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, il valait mieux trouver une solution autre, et c'est John Williams qui l'a trouvé en définissant en leitmotiv, c'est-à-dire une petite mélodie qui permet, en variant le volume, de l'amener au fur et à mesure quand la menace est proche, elle se rapproche des joueurs, des héros, et qui s'éloigne quand elle n'est pas là, ou des fois on amène une peur, mais on n'a pas ce motif, cette mélodie qui nous fait dire que la menace est là. Et bien de la même façon, alors ça se fait pas en une partie, là pour le coup, ça se fait plutôt sur une petite campagne, sur plusieurs parties, pour pouvoir ramener justement ce motif sonore, un petit peu comme aussi la boîte à musique dans Il était une fois dans l'Ouest, si vous voulez, de pouvoir amener cette petite musique doucement mais sûrement, qui va apporter du stress. Une musique, le but c'est de trouver un morceau assez stressant. Moi je sais que j'en ai une que j'aime bien dans le film Only God Forgives, qui a une petite musique que j'utilise en combat, que j'utilise avec mes joueurs, notamment avec Sandy quand on joue à Star Wars. Et oui. ça marche pas à la première partie. Dis-moi Sandy, comment tu l'as vécu ce truc-là? Ah mais alors la première partie en fait on a fait, je me souviens la première baston, c'était une musique de baston qui est très bien d'ailleurs et ce qui est très bien dans cette musique c'est qu'il y a une petite intro qui est pas tout de suite baston quoi. C'est d'abord un petit peu les prémices tu vois et au fur et à mesure en fait les parties suivantes dès qu'on commençait on était dans des situations, en plus tu le faisais quand on était dans des situations ordinaires, on n'avait encore rien flairé quoi et là d'un seul coup il y avait la petite musique et immédiatement, tu sais, tu vas regarder sur ta fiche combien t'as en combat au blaster, quoi. Et ça fonctionne très bien. C'est ça en fait, on joue sur le moyen terme, quand on joue sur plusieurs parties, on installe ce petit morceau, on peut éventuellement, en effet, sur un morceau, idéalement, c'est qu'il y ait une intro et qui soit stressante, et à la limite, quitte à se créer une boucle, à la découper et puis à la créer pour qu'elle soit là, mais qu'il n'y ait pas la levée le moment où ça s'élève et que le stress commence à augmenter vraiment et que le combat commence, mais juste avoir ça et l'utiliser, ça peut vraiment jouer parce que donc le son, c'est une chose, ça marche d'autant mieux d'ailleurs pour le coup en table virtuelle parce que vous êtes vachement plus à l'écoute de ce qui se diffuse, mais on peut évidemment jouer avec la lumière. Évidemment, ce qu'on peut pas faire à une table virtuelle, c'est tourner autour de la table et soudainement toucher quelqu'un. Alors, sachant que ça marche une fois. Hein. Vous le faites pas à chaque partie, ça sert absolument à rien parce qu'ils vont faire un petit peu, c'est le facteur. 1 heure, le facteur n'est pas passé. 2 heures, le facteur n'est pas passé. Non, vous le faites une fois dans toute une campagne. Vous le ferez pas 2 fois, ça marchera pas du tout. Mais voilà, il y a des choses comme ça. Il peut y avoir aussi des bruits qui sont amenés en dehors de toute chose. Mais ouais, je trouve que c'est des choses qui marchent pas forcément. Moi, j'aime bien vraiment le leitmotiv. Je trouve que c'est plus agréable. Et c'est vrai qu'encore une fois, l'horreur, c'est vraiment pas ma came. Moi, voilà, je reste encore terrifié parce que quand j'ai vu Event Horizon ou le premier Amityville que j'ai aperçu quand j'étais gamin, quoi. Donc, c'est des films que je ne regarde pas. Voilà. Si Alien, oui, d'accord. Ah oui, Alien, c'est. Mais alors, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure parce que ça m'intéressait beaucoup quand tu as parlé de John Williams qui avait utilisé ce fameux leitmotiv pour représenter le requin. Et le requin mécanique marchait tellement mal en fait dans les Dents de la Mer qu'il a fallu trouver tout un tas de stratégies pour le remplacer. Et c'est notamment le cas de la scène avec les barils qui disparaissent sous l'eau, qui manifestent la présence du requin sans que le requin soit présent à l'écran. Et alors, ça n'a l'air de rien, mais alors ces petites astuces fonctionnent quand c'est bien fait. Parce que moi hier j'ai vu un film qui s'appelle Great White, je crois, où le réalisateur a essayé de nous faire un Dents de la Mer. Alors c'est bien filmé, il y a du beau matos et tout, il y a des CGI qui valent ce qu'ils valent, mais pas d'attention aux détails. Et alors le film sombre très très rapidement dans le grand guignol, ça devient n'importe quoi. Et en essayant de faire ces petits effets justement pour manifester la présence du requin, le réalisateur se plante complètement parce qu'il utilise que des choses qu'on connaît déjà, qu'on a vues 50 000 fois. Et par exemple, il utilise à outrance des plans d'un bateau qui est isolé
isolé au milieu de l'océan. Et ça, on l'a vu 50 000 fois dans tous les films de gros requins, donc ça marche pas. Donc ce que j'ajouterais, et je finirai là-dessus, c'est il faut surprendre. Il faut surprendre, mais on ne surprend pas avec un choc, on surprend avec des petites choses que les personnages vont remarquer. Ça peut être un détail qui n'est pas à sa place, un personnage qui s'exprime pas comme d'habitude, quelque chose qui disparaît, et ce fameux leitmotiv, plus il intervient à des moments où on n'est pas dans une situation d'horreur, plus il va fonctionner, parce qu'en fait l'horreur c'est le décalage par rapport à la normalité, et c'est un décalage qui, contrairement à l'humour, est dérangeant, hein. L'humour aussi, hein, c'est un décalage, mais c'est un décalage de connivence, alors que l'horreur c'est un décalage qui cache une menace. Voilà. Donc voilà. Sandy, juste un truc, ça peut aussi tourner mal en fait. Je vais reprendre un film que j'ai vu qui s'appelle Komodo, et voilà, c'est la seule chose dont je me souviens de ce film, c'est le Komodo, il était dans le panier de linge sale. Voilà, quand on essaie de faire original comme on veut, et bien à un moment, on va retenir, parce que la mémoire elle est forte, surtout quand on rigole, on retient vachement bien les choses. Et bien voilà, on m'avait traîné pour aller voir ce film. Bien voilà, je m'en rappelle, le Komodo, il est déplanqué dans le panier de linge sale. Ça, C'est ridicule. C'est la Je suis loose, c'est la d'accord. loose. Alors ça tombe bien, tu vois, parce que ça nous fait un super enchaînement. L'exercice de cette semaine, c'est toi qui vas nous le présenter. Alors, qu'est-ce qu'on demande au MJ qui nous regarde? Vous avez préparé un super monstre et vous êtes sur le point de le révéler. Vous le révélez. Et là, les joueurs éclatent de rire. Que faites-vous? C'est la merde, hein. Ah, c'est parfait. Et évite. Alors, si ça vous est jamais arrivé, c'est que vous n'avez pas joué assez longtemps, parce que parce que Ouais, mais puis surtout que les réactions sont tellement variées dans ces cas-là, c'est marrant. Les joueurs peuvent complètement te surprendre. Et puis ça marche avec plein de choses, ça marche aussi avec le PNJ très impressionnant que tu as prévu pendant des semaines, et au moment de commencer à parler par la bouche du PNJ, tu bafouilles et tu dis une connerie, et là les joueuses éclatent de rire, quoi. Donc voilà. Et à chaque fois, elles font. Le truc, tu veux siffler, il y a un personnage qui siffle, et. Ah, merde. Et ben voilà, après derrière, pendant toute la campagne, tu as les joueurs qui font Hé. Et voilà, c'est ça, tu vois. C'est ridicule à jamais. Voilà, Si tu voilà. veux. Voilà. Et ben, j'espère que tous ces conseils et tous ces aveux, en fait, vous auront vous auront au moins amusé. Vous ne pouvez pas faire pire que nous, mais que vous avez toutes vos chances de réussir. Alors, Voilà. mais c'est vrai, parce que finalement, moi, d'avoir foiré d'innombrables scénarios d'horreur, ça m'empêche pas d'essayer d'en refaire et d'en réussir une fois de temps en temps. Je désespère pas de nous faire une campagne de Weissen et de faire jouer des scénarios de Cthulhu. Alors, actuellement, je suis en train de traduire un super scénario de Cthulhu qui s'appelle Children of Fear, et il est vraiment exceptionnel. J'ai vraiment envie qu'on l'essaie. Voilà. Ouais, bien quand même que tu joignes le geste à la parole, c'est ça? Et que tu t'y mettes vraiment, quoi, parce qu'on aimerait bien y jouer avec ça, et puis pourquoi pas ça aussi. D'accord? Je passe sous un tunnel. Voilà. Eh bien, on va vous dire à dans 2 semaines pour un autre numéro de Jet d'initiative. En attendant, jouez bien, et à dans 2 semaines. Et pensez à votre micro, hein, c'est important, hein. Générique. Et donc là, il y a Justine qui parle. Bonjour, j'ai acheté des moustaches. Si tu nous interviens à l'écran, ça va peut-être être la même. Attends, monte voir, essaye. Merde. Là, ça marche nickel, tu vois. Si on a ce petit temps d'arrêt, je te ferai un signe discret, tu sais. Tac. Ouais, j'ai pas eu ma chocolatine ce matin. Ça va pas du tout. Moi, j'ai une peau de petit cochon rose, et toi, tu es blafard. Et- Donc, parfait. Et moi, j'ai vu entre. Oui, c'est vrai. Hop, Excuse-moi. on est bon. On est bon. Tout ceci étant naturellement enregistré. Alors. Non. Non, je l'ai pas encore lancé. T'as pas encore lancé. Ah si.
Nathalie, s'il te plaît, je t'en prie. J'ai perdu mon poulpe. T'as pas eu de café en vrai? Non mais fais-toi un café hein, si tu veux. Alors attends une seconde, je me fais un café. Ouais, vas-y. Mike est parti faire un café. Pendant ce temps, Sandy va faire des réglages tout pourris pour éviter qu'on l'entende pendant l'émission. Quel enfoiré! Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette du poulpe au micro. Je dépose le beurre à côté du poulpe pendant 8 à 9 heures au réfrigérateur. Puis je pose le poulpe sur le micro. Merde, putain! J'ai dégommé le chat. Elle était assise sur le siège et je l'ai dégommé. Hop!